Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te tourne une vidéo sur un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment puisque comme tu peux le voir, je partage beaucoup sur l'hygiène émotionnelle mais aussi sur l'hygiène mentale puisque pour moi les deux ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre. Et aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer un peu en termes d'Ayurveda qu'est-ce qui peut être à l'origine du brouhaha mental qu'on peut avoir constamment quand on a un excès de pensée, etc. Mais surtout une pratique que moi j'ai commencé avant même de connaître l'Ayurveda pour me débarrasser de ce brouhaha mental, en tout cas le plus souvent possible. Ça marche pas forcément à tous les coups puisque on est humain, donc on peut pas avoir une réussite à 100% là-dessus, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Donc je me dis que peut-être ça pourra aussi te donner des idées pour gérer un petit peu mieux tes flots de pensée. Si tu as déjà vu ma conférence sur l'hygiène émotionnelle, tu sauras qu'on a un organe en Ayurveda qui s'appelle Manas, qu'on traduit le plus souvent par esprit ou mental d'ailleurs, mais en fait c'est un organe qui va donner lieu à nos pensées, à nos émotions. C'est leur lieu de stockage mais aussi de génération. Et sa fonction à Manas, c'est de réceptionner tout ce qu'on va percevoir par nos 5 sens et de les transmettre à l'intellect pour qu'il puisse en faire quelque chose. Et en réalité, vu que Manas, c'est le lieu où résident des émotions et des pensées, tout ce qui va être présent à ce moment-là en termes émotionnels ou mental va imprégner tout ce qu'on va percevoir du monde extérieur et ça va être transmis à notre intellect. Pourquoi c'est important? Parce que on dit en Ayurveda que la plupart des maladies, si ce n'est, allez, on va dire un chiffre, 80% des maladies, c'est probablement plus, mais en réalité, on va rester là-dessus, viennent en réalité d'une mauvaise décision. Donc c'est pas tant que ça un problème d'un accident qui nous arrive de l'extérieur, mais une décision qu'on a mal prise en fonction de ce qu'on croyait percevoir et en fonction des doshas qui étaient déséquilibrés chez nous, mais aussi en fonction de l'état de notre mental ou esprit, peu importe comment on l'appelle. Et si tu veux plus de détails là-dessus, je t'invite à aller voir donc cette conférence si tu ne l'as pas déjà vue, et on va passer tout de suite à la vidéo. Donc la première chose à savoir quand on a quand on souffre de brouhaha mental, on n'arrive plus à s'en sortir et on a par exemple des musiques dans la tête, des pensées qui tournent, on n'arrive pas à se démêler tout ça, c'est de comprendre quel dosha est en jeu selon l'Ayurveda. Donc il faut savoir que Vata est très souvent le dosha responsable de ce brouhaha mental puisque Vata c'est l'action, le mouvement, mais aussi la pensée, le système nerveux de manière générale. Et quand nos pensées sont hyper actives, elles vont dans tous les sens, elles vont du coq à l'âne, donc on passe d'un sujet à un autre sans lien logique, c'est très souvent lié au dosha Vata. Et là, ça va être des idées qui vont être multiples, on va avoir plein d'idées mais qui n'ont aucun sens, en tout cas les unes par rapport aux autres, il n'y a pas de logique particulière, on n'a pas un projet en tête. Ça va plutôt être un déséquilibre de Pitta. Donc quand Pitta se déséquilibre, il va avoir tendance à nous faire réfléchir à notre journée avant même qu'elle ait eu lieu. Donc prévoir des projets avant même qu'il soit le moment de les faire. Et on va par exemple le soir même prévoir notre journée pour le lendemain, puis notre mois, puis notre vie. Donc ça c'est vraiment un déséquilibre lié au dosha Pitta. Il essaye en fait de régler un problème constamment dans sa tête. Ça c'est très marqué pour ce dosha-là. Où il va aussi se dire qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire dans une action en particulier ou dans une conversation, qu'est-ce que j'aurais pu dire à la place de ci, à la place de ça. Donc là on va retrouver Vata et Pitta qui sont aggravés, les deux. Mais c'est vrai que Pitta il a tendance à être très perfectionniste et il va se dire mince j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, ci, ça et ça. Donc voilà, si jamais tu retrouves ces deux doshas déséquilibrés chez toi, il est possible qu'ils soient à la cause de ce brouhaha que tu peux avoir dans ta tête. Par rapport à Kapha, c'est pas un dosha qui est très sujet à ça, bien que c'est un dosha qui pourrait par contre générer le fait de ressasser des choses, donc ressasser des événements, ressasser des conversations, etc. Parce que Kapha a du mal à lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé. Il garde tout, il emmagasine, il a tendance à être rancunier potentiellement. Il va se souvenir d'absolument tout et lui il va pouvoir du coup ressasser des souvenirs ou des mémoires. Ça va plutôt être lié à ce dosha-là. Donc tu peux déjà par ta constitution de naissance voir quels sont ou est le ou les doshas qui sont potentiellement déséquilibrés chez toi, mais ça va aussi ne pas dépendre forcément de ta constitution de naissance et être juste un déséquilibre qui s'installe avec le temps, ce qu'on appelle donc la vikriti en Ayurveda. Et donc ces doshas vont impacter Manas, donc ton esprit, ton mental, et vont faire que
toutes tes pensées, plutôt que d'être utilisées par ton intellect ou évacuées si elles ne sont pas utiles, elles vont juste être bloquées là, circuler et être constamment en mouvement. Je t'avais parlé aussi dans la conférence des 3 états de l'esprit, les 3 qualités de l'esprit, qui sont donc tamas, rajas et sattva. Là, je ne vais pas te les redécrire en détail, je vais juste te faire un bref aperçu, mais si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à aller voir cette vidéo parce que je rentre un peu plus dans le détail, il y a des visuels, etc. C'est plus intuitif. Si on veut, l'esprit pourrait se représenter par un lotus qui a donc des racines qui sont ancrées dans la terre. Donc là, ça va être tamas, c'est l'ignorance, c'est aussi le sommeil, c'est la veille, l'obscurité notamment. Ensuite, de ces racines vont naître une tige. La tige, elle se trouve dans l'eau, le milieu des émotions, le milieu où il y a beaucoup de choses qui bougent, de la transformation, du changement, etc. Donc ça va être un état qui nous rend très agités, parfois sujet à des émotions très fortes, mais c'est aussi l'état qui nous permet d'être éveillés, de mener des actions dans notre vie, etc. Et enfin, la fleur va atteindre la surface et va s'ouvrir dans l'élément air. Et là, ça va être l'état sattvique. Et à cet état, on va associer la lumière, l'éveil, le calme, la paix mentale notamment. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire un test de notre état mental à l'heure actuelle, donc en faisant un test éventuellement que tu peux trouver dans mon e-book sur le calendrier de l'Avent ou sur l'hiver, c'est le même e-book. J'ai mis un test dedans et je crois que j'en avais mis un dans la conférence, je suis plus très sûre. Mais en tout cas, c'est une bonne chose de pouvoir vérifier est-ce qu'on est plus dans l'agitation, est-ce qu'on est plus dans l'inertie ou au contraire, est-ce qu'on est plutôt bien en ce moment dans un calme, une paix mentale, une conscience aussi de notre entourage, de notre environnement. Et en plus, on peut jouer dessus. Donc c'est pas une constitution qui est immuable, c'est au contraire quelque chose qu'on peut modifier, qu'on peut changer avec nos actions de tous les jours. Donc par exemple, vivre dans un environnement qui est mal éclairé, qui est sale, qui est pas très bien entretenu, va nourrir tamas, donc cet état d'inertie en nous, alors qu'un endroit lumineux où il y a de la vie, donc par exemple des plantes, des fleurs, où on va aérer tous les jours, ça peut nourrir plus sattva, donc ça juste dans un principe de lieu de vie. Les couleurs très stimulantes comme le rouge, le jaune ou le orange vont beaucoup stimuler rajas, donc le principe de l'action, de la transformation. Et après en termes d'activités qu'on peut faire, on va avoir la méditation qui naturellement augmente sattva, le sport qui va plutôt avoir tendance à augmenter rajas par exemple. Donc voilà, ce que tu peux voir c'est que tu peux jouer dans ta vie pour changer ces qualités de l'esprit là. Et quand on est dans un brouhaha mental comme ça, un excès de pensée, on est dans un esprit rajasique. Donc un esprit qui a trop de rajas, cet élément de la tige qui est dans l'eau, qui change tout le temps, qui est en mouvement, dans laquelle on ne voit rien, puisque dans une eau de lac par exemple, c'est souvent très trouble, on a du mal à voir les choses clairement, pas comme quand on est à la surface avec juste de l'air. Et donc, en pratique, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Première chose, on rééquilibre les doshas qui peuvent être potentiellement déséquilibrés, ça paraît assez logique. Donc on va jouer sur tous les plans de la vie pour ça, que ce soit l'alimentation, le sport, le sommeil, l'hygiène de vie en général. On peut chanter des mantras, on peut faire certaines pratiques sportives, etc. De la méditation. Donc on va rééquilibrer nos doshas. On va essayer aussi de nourrir un esprit plus sattvique, un esprit plus apaisé, un esprit plus calme. Si c'est le nécessaire aussi, on peut parfois recommander aux personnes d'augmenter tamas. Si par exemple elles ont beaucoup de mal à dormir, le sommeil a lieu grâce à tamas. Donc si on manque de tamas en fin de journée, on peut avoir beaucoup de difficultés à dormir. Donc il peut aussi être utile d'augmenter cette qualité-là dans certains cas. Et enfin en pratique, moi comment j'ai fait, c'est que j'ai tendance à avoir beaucoup d'idées en tête, beaucoup de projets, j'aime beaucoup de choses et donc on peut vite se laisser déborder par toutes ces idées qu'on a, par toutes ces pensées. Et ce que je me suis dit, ça m'est arrivé il y a plusieurs années, je crois, quand j'étais en faculté de médecine, où j'avais besoin d'être hyper concentrée pour mon travail parce que c'est une étude qui est assez poussée, qui demande beaucoup de concentration et d'attention parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir, beaucoup de choses à comprendre, des principes, bref, beaucoup de choses à apprendre. Et j'avais besoin d'avoir un mental bien, ce qu'on appelle aiguisé en Ayurveda, pour pouvoir apprendre tout ça. Donc je ne pouvais pas me laisser parasiter par plein de pensées, plein d'idées, etc. Sinon, je n'aurais rien fait du tout, j'aurais rien réussi. Donc très vite, en fait, naturellement, je me suis mise à me poser certaines questions quand j'avais beaucoup de pensées. Et notamment,
Quand j'avais une pensée, je me disais, est-ce que c'est une pensée qui est utile pour moi? Est-ce que là, ça peut m'apporter quelque chose, que ce soit maintenant ou dans le futur? Si la réponse à ça, c'est oui. Donc si ça peut m'apporter quelque chose maintenant, et ben autant que je le fasse maintenant. Donc si par exemple une activité à laquelle je pense et que ça ne me prend pas beaucoup de temps, bah, autant la faire maintenant. Si c'est une activité qui est importante pour moi mais qui peut attendre, auquel cas je vais le noter quelque part et je reviendrai un petit peu plus dans la pratique par rapport à ça juste après. Et si c'est une idée qui n'est absolument pas utile pour moi, eh bien je vais faire en sorte de la laisser partir. Le fait de prendre conscience de ça et de me dire mais en fait cette idée elle me sert à rien, elle n'est pas bénéfique pour moi et là j'ai d'autres choses à faire beaucoup plus importantes. Moi ça m'aidait beaucoup à prendre de la distance et la laisser partir. Donc il y a vraiment un sens des priorités à avoir qui s'entretient vraiment tous les jours. Pour le coup, c'est pas quelque chose qu'on fait de manière ponctuelle selon moi, c'est une pratique qui se fait très très régulièrement. Il y avait une présentation que j'avais vue, j'essaierai de vous retrouver cette vidéo d'un professeur, je crois, en université, je ne me souviens plus exactement des détails, mais qui expliquait que dans notre journée, on a un certain nombre d'heures. Voilà, ça peut être représenté par un bocal. Et dans ce bocal, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Donc on peut mettre des cailloux, on peut mettre du sable, on peut mettre de l'eau. Les cailloux sont de différentes tailles. Si on commence par mettre de l'eau dans le bocal, il va vite être rempli et on peut plus mettre grand chose d'autre. Si on met du sable dans le bocal, c'est pareil. On va plus pouvoir mettre grand chose d'autre si on a rempli le bocal. Par contre, si on commence par les gros cailloux en premier, on va les mettre dans le fond, puis on va mettre les cailloux un peu moins gros, puis un peu moins gros, puis un peu moins gros, etc. On va ensuite remplir le tout avec du sable, et le sable, l'intérêt c'est que lui il passe entre les interstices et il va pouvoir se loger dans les trous. Et enfin, quand il nous reste de la place, on va verser de l'eau, et l'eau, elle a la propriété de remplir tous les espaces, donc elle va pouvoir finir de remplir ce bocal. Et l'allégorie de cette expérience, entre guillemets, c'est que dans notre vie, on doit toujours faire attention à mettre les gros cailloux en premier. Donc ce qui est vraiment important pour nous en premier dans notre journée, dans notre pensée, dans notre mental, etc. Et ensuite, on pourra rajouter les choses un peu moins importantes, puis un peu moins importantes, puis enfin les choses qui n'ont aucune importance, mais qui peuvent être intéressantes à avoir dans sa vie, ou non d'ailleurs. Mais voilà, juste pour avoir un sens des priorités qui est primordial selon moi. Et depuis que j'ai vu cette vidéo, c'était il y a plusieurs années maintenant, ça m'est vraiment resté. C'est quelque chose que j'essaye de faire énormément. On met d'abord les gros cailloux dans le bocal avant de le remplir progressivement avec d'autres choses. Mais bon, revenons à notre schéma de pensée où on a des pensées qui nous viennent un peu partout tout le temps. Si jamais tu as donc une idée qui t'arrive d'un coup comme ça, ou par exemple... ah, il faut que j'appelle telle personne, ou ah, il faut que je fasse telle tâche, ou ah, tiens, j'ai bien envie de faire ça un jour. Je t'invite à repérer si c'est des tâches que tu vas avoir besoin de garder. Donc par exemple, est-ce que c'est juste une idée qui passe ou c'est quelque chose que tu veux garder? Si tu veux le garder, tu vas te poser deux questions. Est-ce que c'est quelque chose qui est urgent ou non? Donc si c'est quelque chose qui est urgent, il faut le faire maintenant ou en tout cas au plus vite. Donc tu le fais maintenant. Si tu peux pas le faire tout de suite, pour moi, la règle que je me suis mise, c'est je l'écris et je mets une date. Donc soit la date à laquelle je vais le faire, soit la date à laquelle je vais y penser. Parce que parfois, on ne peut pas faire une action là tout de suite, on ne peut pas non plus le prévoir, mais on peut prévoir un temps pour y penser, pour planifier les choses, et moi, ça m'aide énormément. C'est-à-dire quand c'est un gros projet, par exemple, monter un dossier ou développer un projet professionnel ou autre, on ne peut pas forcément le mettre en place tout de suite maintenant. Autant se prévoir un temps dans notre semaine où on sait qu'on va avoir moins d'intérêt pour notre travail, où on aura un petit peu de temps pour autre chose. Et ce moment sera dédié à une réflexion sur ce projet ou une recherche par exemple qu'on aurait besoin de faire sur ce projet-là. Tu peux aussi faire un système d'organisation entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Parce que quelque chose peut être urgent ou non, mais ça peut être aussi important ou non. En général, quand les choses sont urgentes, c'est qu'elles sont importantes, sinon elles ne seraient pas vraiment urgentes. Mais quand quelque chose n'est pas urgent, ça peut être important pour toi de le faire, et auquel cas c'est bien du coup de prévoir un temps pour le faire. Et ça peut aussi ne pas être important, donc quelque chose, par exemple, un jour j'aimerais bien faire ci, ou tiens il faudrait que je regarde telle information que j'avais trouvée quelque part. Et là c'est pas vraiment urgent, mais tu as quand même envie de garder cette information. Mais le but, c'est qu'elle ne reste pas dans ta tête et qu'elle te pollue l'esprit, mais qu'elle soit notée quelque part. Donc tu peux soit le noter sur une application, sur ton téléphone, de notes ou quelque chose comme ça, ou sur un papier. Je sais qu'il y a un système où on va utiliser des pochettes pour organiser sa journée, organiser ses idées. Et je te remettrai en barre de description une vidéo de Loopsh qui avait fait une vidéo sur l'organisation et un système dont je ne me rappelle plus le nom exactement,
mais qui est très très utile, qui s'organise par domaine, par pochette, où il y a des revues, etc., où on va revoir ses idées régulièrement. Donc si c'est un sujet, l'organisation qui t'intéresse, je te mettrai sa vidéo en description parce qu'elle en parle très bien. Moi, j'ai pas utilisé ce système, mais en tout cas, c'est vrai que ce que je faisais de base se rapproche un peu de ça, même si c'est pas aussi organisé ou détaillé. Mais c'est vrai que dès qu'on a quelque chose, le noter une date, le prévoir et le faire à ce moment-là. Et je voulais te parler aussi d'autre chose, c'est-à-dire quand c'est pas juste une idée ou une pensée, mais que c'est un sentiment. Par exemple, un sentiment de stress notamment. Là, je vais rentrer surtout dans le détail pour celui-là. Quand on a un stress, parfois on sait même pas pourquoi il est là, on va juste se sentir pas très bien ou un peu mal à l'aise sans vraiment avoir de raison, en tout cas logique. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je m'arrête dans mon activité, parce que souvent c'est un stress qui nous dérange et on n'arrive pas à être concentré. Donc je m'arrête et je me dis, ok, qu'est-ce qui essaye de venir à moi? Qu'est-ce qu'on essaye de me dire là tout de suite? Qu'est-ce que ce stress, il évoque? C'est quoi le caillou qui empêche mon engrenage de tourner correctement, si on veut? Et donc là, je fais le tour. Si ça vient pas naturellement, je fais le tour de ma vie. Est-ce qu'au niveau relationnel, ça va bien? Est-ce qu'au niveau de mon travail, il y a quelque chose qui me perturbe? Est-ce que dans ma vie privée, il y a quelque chose qui me perturbe? Ou dans ma santé? En fait, je fais un peu tous les domaines et je fais une revue très rapide. Ça prend seulement quelques secondes pour faire cette revue-là dans ma tête. Et en général, je le trouve assez vite. C'est le truc qui ne fonctionne pas ou j'ai l'impression que ça me stresse. Et là, sur ce stress-là, on va pouvoir faire exactement le même exercice. Et notamment, on va se poser la question, est-ce que je peux y faire quelque chose? Là tout de suite ou plus tard? Si la réponse c'est non, je ne peux rien y faire, je ne peux rien changer à la situation qui me stresse ou qui m'apporte voilà, un malaise, je vais d'autant plus mettre l'accent sur les pratiques de relaxation, le lâcher prise, et je peux aussi en parler tout simplement, l'évacuer. Donc là c'est tout ce qui est hygiène émotionnelle, donc on va compenser ce stress par une hygiène émotionnelle adaptée, avec s'il faut beaucoup plus de pauses dans notre journée, avec des temps avec nos proches si besoin. Si au contraire on peut y faire quelque chose, on peut changer la situation et faire en sorte que ça ne soit plus une source de stress, on va se poser la question, est-ce que je peux le faire maintenant? Si la réponse est oui, eh bien autant le faire tout de suite. Par exemple, si ce qui me stresse c'est « Ah, j'ai toujours pas réglé mes cotisations du trimestre sur internet » par exemple, eh bien c'est une action qui en principe prend pas beaucoup de temps, donc si je peux le faire maintenant, je le fais maintenant. Si je ne peux pas le faire maintenant, si c'est une autre situation qui demande par exemple plus de temps ou qui ne peut pas s'inscrire dans mon emploi du temps de la journée, pareil que pour la pensée tout à l'heure, je programme une date à laquelle je vais le faire ou je programme une date à laquelle je vais y penser et consacrer du temps à cette chose qui me stresse ou qui m'apporte du malaise. Et si possible, dans ce temps-là, je vais réfléchir seule ou avec d'autres personnes, discuter comme je te disais tout à l'heure, écrire éventuellement si c'est nécessaire ou faire des pratiques physiques qui vont nous permettre de délier certaines tensions dans le corps et nous apprendre un peu plus sur ce qui nous stresse. Donc voilà, au final, la technique est à peu près la même, mais ça peut s'appliquer du coup pour une idée, une pensée ou sur une source de stress qu'on pourrait avoir. Et maintenant, là tu vas me dire, bah oui mais bon, c'est bien mignon ton idée, mais quand c'est du stress sur du long terme ou c'est quelque chose de chronique, qu'est-ce qu'on fait? Là j'ai une question à te poser, que j'aimerais que toi tu te poses, c'est est-ce que c'est un stress qui est subi ou qui est choisi? Là on pourrait se dire, attends, on choisit jamais le stress, on choisit jamais d'être stressé. Si on est honnête avec soi-même, si. Si par exemple on est dans un travail qui ne nous convient pas, c'est un stress qui est choisi, on peut choisir de partir de ce travail. Après, pourquoi on ne le fait pas? Ça, c'est nos raisons, elles sont bonnes ou mauvaises, peu importe, c'est à chacun de définir ça, mais c'est un stress qui est choisi. Donc là, ce que tu peux te dire, si c'est un stress qui est choisi, pourquoi ça en vaut la peine? Pourquoi ça vaut la peine que je reste dans ce travail, par exemple? Ou pourquoi ça vaut la peine que cette relation qui va pas très bien, je la maintienne? Parce que, par exemple, c'est une personne importante pour moi. Dans le cas du travail, ça pourrait être, pour l'instant, j'ai besoin de mettre des fonds de côté pour ce projet qui me tient beaucoup à cœur. Mais en tout cas, de prendre conscience que c'est un stress qui est choisi, et c'est un stress qui peut être compensé par de la gratitude en fait. Qu'est-ce que m'apporte cette situation au final? Pourquoi je reste dans cette situation qui peut m'apporter du stress? Certes, mais elle ne m'apporte pas que ça puisque je suis toujours dedans. Peut-être que j'ai besoin d'apprendre un truc sur moi ou sur une situation, sur mon environnement. Si je sens que ce stress ne m'apporte plus grand-chose, je peux aussi plus facilement le laisser de côté et me concentrer sur les choses qui sont importantes pour moi parce que tout simplement j'ai pris conscience de ça. Si par contre c'est un stress qui est subi, donc si par exemple ça va être quelqu'un de sa famille qui est malade ou une situation beaucoup plus compliquée, on pourrait aussi mettre le travail qu'on n'aime pas dans cette catégorie puisqu'on pourrait très bien se dire qu'on en a besoin pour vivre mais qu'on ne supporte pas tel stress.
ça pourrait être débattu parce qu'on peut toujours se dire on peut trouver un autre travail, mais disons que c'est pas le cas. Disons qu'on est obligé de rester dans cette situation-là. Par exemple, on s'est engagé sur un contrat qu'on ne peut pas rompre. Donc dans ce genre de situation qui est subie, on va pouvoir encore plus mettre l'accent sur l'hygiène émotionnelle. Donc faire en sorte d'avoir toujours des temps de relaxation, des temps de détente, des temps d'introspection où on va écrire, on va réfléchir, on va parler avec les personnes qu'on aime, les personnes de confiance si c'est nécessaire. J'en profite pour ajouter une petite précision. Tu auras bien compris qu'en fait c'est pas le stress qu'on va choisir ou non, c'est la situation qui va générer du stress. Donc la situation est choisie ou subie. Tu as bien compris aussi qu'au final la limite entre les deux est assez floue et peut parfois mériter d'être débattue. La question n'est pas là. Pour moi la question c'est de prendre conscience en fait que potentiellement une situation qui me stresse m'apporte aussi quelque chose de bénéfique, c'est pour ça que je reste dedans. Et si jamais c'est pas le cas, si jamais elle ne m'apporte rien de bon, il faut en prendre conscience pour pouvoir en sortir tout simplement. Donc c'est en ça que je voulais expliquer la notion de subi ou choisi. Mais quoi qu'il en soit, dans les deux cas, il faut mettre l'accent sur l'hygiène émotionnelle et se faire aider si besoin, se faire accompagner, en parler, se faire entourer. Donc bref, tu as tout compris. Mais voilà, la limite entre les deux est floue et dans les deux cas, ça reste un stress chronique qu'il faut adresser en faisant attention à son hygiène de vie globale. Et on va vraiment faire de notre hygiène en général, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle et même spirituelle, une priorité dans notre vie. Parce que on ne peut pas tenir sur du long terme si on n'a pas ça. Sinon, tu risques tout simplement de tomber malade ou d'avoir des gros problèmes, que ce soit sur le plan encore physique, émotionnel, mental ou spirituel. Et surtout, dans ce genre de situation-là, n'hésite pas à demander de l'aide parce que quand on doit tenir sur du long terme avec un stress, on a besoin d'être accompagné, on a besoin de sentir que d'autres personnes sont là pour nous soutenir au cas où parce que tu ne pourras pas compenser ce stress tous les jours, il faut le savoir. Il y a des jours où tu seras plus fatigué, des jours où tu vas avoir tes règles par exemple, parce que quand on est une femme, on est sujet à des cycles qui font qu'en termes d'humeur, il y a un moment du mois où on peut être beaucoup moins sujette à pouvoir subvenir à nos propres besoins en termes de santé mentale, santé émotionnelle. Et il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide dans cette situation-là. Donc je pense qu'au final, le mot de la fin de cette vidéo, c'est que ce qui compte vraiment quand on a un stress ou des pensées en excès comme ça, c'est revenir à de la conscience. Revenir au moment présent et de se dire qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi ça se passe, qu'est-ce que mon corps essaye de me dire et qu'est-ce que mon mental essaye de me dire. Et toutes les pratiques qui vont te permettre d'apporter de la conscience dans ta vie vont vraiment aider. Donc que ce soit le yoga qui t'apporte une conscience de ton corps et de ton souffle et aussi de tes pensées, ou de la méditation, ou de la respiration, ou toute autre activité qui toi te permet de rentrer un peu plus en introspection, ça va être une très très bonne chose à faire pour pouvoir prendre conscience de ce qui se vit en toi. Voilà, je suis très curieuse d'avoir tes idées, tes pratiques que tu peux faire quand tu as trop de pensées, ton brouhaha mental. Je sais que d'autres personnes vont avoir tendance à mettre de la musique pour cacher ce qui peut se passer en elles. Je sais pas si ça fonctionne vraiment sur du long terme, puisqu'en général une musique en remplace une autre. Mais il faut savoir que voilà, même quand on a juste une musique en tête, c'est qu'on peut souvent avoir notre esprit qui est un peu déséquilibré ou un excès de vata. Et ça va faire qu'on a constamment quelque chose qui tourne en nous. Et tu vas voir que souvent en se reposant, en prenant plus de temps pour faire des pratiques où on retourne vers soi en fait tout simplement, en général ça va avoir tendance à réduire ce genre de problème-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé sur ce point-là. N'hésite pas encore une fois à mettre tes trucs et astuces pour éviter le brouhaha mental. N'hésite pas à voir la vidéo de Loopsh si l'organisation ça t'intéresse parce que c'est vraiment un système qui est assez complet et qui l'a beaucoup aidé visiblement dans sa vie. N'oublie pas de mettre un petit j'aime à cette vidéo, de la partager si elle t'a plu et qu'elle t'a apporté, à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te retrouve très bientôt, donc que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Et je te dis à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.